Ah, ça a sauté, désolé, j'ai pas compris. Non, non, c'est bon, je voulais dire cette partie-là, bon, on va juste la refaire parce que j'ai pas touché depuis la dernière fois. En bougeant indirectement, en fait, ça a dû simplement effacer. Bon, c'est pas difficile, hein. Surtout que je l'ai fait déjà. Et en fait, c'est relatif un peu à une vidéo que j'ai vue là dernièrement de Science for All. En fait, il avait présenté 5 mathématiques alternatives. Donc on va l'écouter et je vais commenter les parties en fait. Donc ça va se dérouler comme ça pour celui-ci. Et après ça, on va revenir sur le tableau. Juste après, je lancerai un péri sur le tableau. On va essayer de faire ça en un trait, on va voir si on peut le faire. Donc vous allez voir que je vais relater en fait, parce que ça c'est préparé, hein, mes vidéos, vous savez, après je les remets sur YouTube, pas toutes qui sont sur Periscope, mais la plupart vous verrez. Donc c'est dans la playlist Periscope, hein. Donc c'est toujours un peu dédié vis-à-vis des noms que je mets dans les playlists, pour regrouper un peu toutes les vidéos par rapport au thème, puisque les maths, tout est relatif, mais justement, il faut aller de manière méthodique et montrer les méthodes, justement, en même temps. Donc là, j'ai envoyé sur sa chaîne, encore une fois, tous les asymptotes des nombres premiers, puisque bon, je pense que leur problème, de toute façon, en maths aujourd'hui, restera toujours en vrai pour de vrai. Le problème à résoudre, en vrai, c'est déjà dans les unités et les dizaines. Donc après, faire le rapport topologique, c'est lié par rapport à la densité de ce qu'ils ont pu créer en quotient, en fait, on va dire, mais le plus dense. Ok, donc c'est celui-ci qui a vraiment, on peut parler là du quotient le plus grand, en vrai, finalement, mais qui est réduit, vous avez compris, en une équation. Donc le déterminé. Après, ça démontre tout simplement cette densité, mais qui n'est pas complète jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à nœud, on va dire, ou jusqu'à le théorème que j'ai mis en place depuis maintenant 4 ans, approximativement, on va dire, parce que moi je le valide à une date précise dans le, on va dire, dans la réalisation topologique de tout ce qui a été posé comme problème et bien d'autres en fait. Puisque comme j'ai finalisé le grand nombre de chiffres, c'est-à-dire que j'explique tous les temps en fait, donc c'est ininterrompu, c'est indéfinissable et définissable à chaque proportion de leur quotient des successeurs en fait. Donc les cardinaux, il faut vraiment apprendre en mathématiques les ensembles naturels. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça, pour pas mélanger les divergences après, parce qu'il faut les confronter. Il faut amener les calculs ensemble et voir les confronter, faire des mises à défaut ou donner des contre-exemples, tu vois. Donc là, ce que j'ai déposé aujourd'hui, c'est juste des récapitulatifs de ce que j'ai fait là en 1 an et demi, 2 ans en fait, hein. Donc bon, c'est pour ça que je dis que je valide depuis 2 ans, puisque j'ai tout réalisé, j'ai tout posé au fur et à mesure, puisque tout a été fait en live sur la chaîne. Enfin, sur les chaînes, mais on va dire la chaîne Google+, qui est liée à YouTube hein, maintenant. Donc on va lancer et on va voir tout ça justement dans les détails et je vais essayer de vulgariser au mieux hein, tout ce qu'on va entendre de notre cher ami tellement silencieux que je le clash là depuis quelque temps. Vous aussi parlez de l'inclusion, de l'exclusion, de l'action du choix, voire de l'hypothèse du continu. Toutes ces On a mathématiques vu humaines, ça, à force de c'est payer, des méthodes en on va fait, en hein. venir à oublier tout le champ des possibles. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin et de découvrir 6 mathématiques Il alternatives. vous montre cinq, il vous montre 5 mathématiques qui sont censées être les meilleures aujourd'hui. Mais Comment sont les comment géants? découvrir quel est le plus dense puisqu'ils sont tous limités? Et ça dépend. Les meilleurs d'entre eux, justement, c'est ceux qui ont poussé ces lignes-là dans chaque méthode. Avec un nombre fini d'actions. On va Ce les voir. qui peut paraître rassurant
plus 5 égale à 2 ou que 39 pas le nombre premier. Cependant, l'arithmétique de Robinson est incapable de prouver quoi que ce soit de général. Alors, quand on parle des nombres premiers, donc là, je vais vous mettre une vidéo malgré moi. En fait, je ne pensais pas le faire, mais là, on va le mettre. Et vous allez entendre au début ce qu'est un nombre premier. Et ce que moi, j'apporte, en fait, vis-à-vis de ce terme que vous allez entendre, et qu'en fait, c'était une erreur de leur part, tout simplement. Ok ? C'est pas dramatique en soi, puisque ça fait partie aussi de l'élévation des choses. Donc des fois, même dans ce qu'on a mis, malheureusement, il y a des erreurs. Et moi, les erreurs, je vous les montre vis-à-vis des multipliés. Donc il y a une vidéo que je vous invite à voir, d'ailleurs, même je l'ai remis sur sa chaîne, parce qu'on parle beaucoup en fait de ferment finalement, avec le zeta de Riemann aussi. Mais justement, c'est les nombres premiers, les logarithmes, tous ceux qui ont participé justement à cette vague, on va dire, de mathématiques géométriques, où les matheux à l'époque détestaient, et même encore aujourd'hui, cette idée-là, parce que ça fait du mal, ça leur fait mal au cerveau. Alors que c'est basé dessus, je veux dire, dans le métrique, de toute façon, on est obligé de se baser que sur les réels, vous êtes d'accord avec moi. Donc maintenant, tous ceux qui ont perdu la tête, pour moi, c'est tous ceux justement qui ont commencé à pousser leur raisonnement et à commencer à être solides sur des choses qui sont totalement irrationnelles finalement. Donc c'est lié, c'est un peu le problème en maths. La malédiction des mathématiques, on va dire, elle peut tourner autour de ça dans la question philosophique, mais en même temps qui est directement en partie beaucoup de causes. Parce que justement, c'est toujours une partie. C'est pour ça que c'est très important d'avoir le bon œil du maître, c'est-à-dire celui qui maîtrise les lexiques finalement. Sinon, tu ne peux pas te permettre de dire que tu maîtrises justement le conjugué parfaitement. Parce que celui qui maîtrise les conjugués parfaitement, c'est qu'automatiquement, il n'est pas simplement appliqué à faire ce conjugué-là, c'est qu'il le comprend dans toute, je dis bien, dans tout son potentiel additive ou multiplié. Faire le pont entre les deux résume en fait ce qu'on appelait les nombres inaccessibles. Mais en vrai, c'est un raisonnement équationnel. C'est un raisonnement qui vient d'une équation. Pourquoi on dit une équation ? Parce que c'est automatiquement la fonction et l'application même de tous les nombres ou de toute forme de raisonnement ou d'événementiel, parce qu'ils sont tous basés sur des caractères physiques. Donc la mathématique, c'est du pur et dur finalement, même quand on rentre dans le fantastique. C'est pour ça que je dis que ceux qui perdent la boule peuvent nuancer. Un Spock, le fantastique, vous m'avez compris, la guerre des étoiles et compagnie, quoi. Zeus, qu'il y aurait plusieurs dieux, etc. Mathématiquement, aujourd'hui, on sait que c'est pas possible. S'il y a un dieu, on sait qu'il n'y en a qu'un seul aujourd'hui, c'est automatique. Mais maintenant, il faut prouver ça, par exemple, vous comprenez. Donc moi, j'apporte un théorème dessus, qui est très très simple, vraiment très simple, même en vocabulaire, dans la logique des vocabulaires, parce que c'est basé aussi dessus. Une phrase peut être un théorème ou une théorie ou justement limitée. Donc c'est ce qu'elle dégage dans le contexte. Donc quand on dit les philosophes sont en fait éternels, il y a deux, il a sa contradiction avec l'eau, et finalement ce qui est chaud et froid c'est contradictoire parce que ça dépend de l'environnement. On a parlé déjà du bol qui a la température ambiante, et les deux bols, en fait, un qui est chaud, un qui est froid, et on met les deux mains une main dans un bol froid, une main dans un bol chaud, et quand on va les retirer, la main froide et la main chaude, quand on va la mettre dans le bol à température ambiante, on va sentir que ça va soulager. Le froid va devenir chaud et le chaud va devenir froid. Vous allez sentir ça, et pourtant c'est contradictoire. Vous suivez ? Donc c'est pour ça que la physique, elle a un autre aspect finalement, dans l'observation et dans le ressenti.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut ressentir ce qu'on n'observe pas finalement, ou ce qu'on pourrait croire par l'observation, mais quand on ressent, on se dit ah mince, c'est vrai que ça brûle et là ça fait du bien, tu vois? Tu comprends? Parce qu'il y a un effet. Il y a un effet. Quand ton bol il est chaud et que l'eau au centre est dans la température ambiante, c'est parce que tes mains aussi à la base elles étaient à la température ambiante. Donc l'environnement importe énormément par rapport à l'objet. Donc nous, les êtres humains par exemple, ou, ça dépend le fer à quel niveau il a été forgé, de température, parce que c'est lié à la densité des molécules et des atomes qui se contractent entre eux. Donc qui laissent moins d'espace, on va dire. Ok. Donc là, ça le rend plus solide. Mais en vrai, c'est pas solide, parce que quand on regarde l'atome, c'est le démol. C'est finalement, même quand on regarde dans les noyaux, c'est simplement des spectres, mais qui ont une énergie, qui ont un potentiel. Et ce potentiel-là, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est à partir de là où il faut cadrer les choses, et ensuite, après, déterminer ce qu'on synthétise, tu vois. Mais les règles sont les mêmes, qu'on va réappliquer. Pour à chaque fois avec les nombres. C'est ça, l'abstrait des nombres, c'est ce qui nous permet d'avoir en fait une machine, un potentiel, une machine, et tous les ingrédients qu'on va mettre dedans, ça va nous donner un résultat. Mais si ta machine, elle est limitée ou elle est faussée, tes ingrédients, ils vont pas tout le temps te faire un super café nickel, pratiquement tout est prêt, quoi. Après, oui, sur des arômes, sur des particularités, mais on essaie de compléter la machine. Moi, c'est ce que je vous apporte avec Neuf, finalement, tu vois. Parce qu'il y a tous les quotients, j'ai tous les... Pour prouver ce que je dis, parce que c'est vrai que quand on parle comme ça paraît aussi un peu extravagant, c'est qu'il y a une méthode. Ils ont posé il y a des choses à réaliser, il y a des applications qu'on ne pouvait pas faire. Je les ai démontrées, j'en ai montré plusieurs. Et que tout le monde peut faire finalement, parce que justement, après, ça permet de simplifier et de faire comprendre le compliqué par rapport à ça. Donc là, je vais vous mettre la vidéo justement pour simplifier le raisonnement où on parle des nombres premiers. Donc franchement, c'est pas quelque chose de énorme. Un enfant pourrait comprendre ça parce que c'est une petite base, mais je veux je veux l'immortaliser, puisque les gens, quand ils me voient comme ça, ils vont dire, lui, raconte n'importe quoi, ou d'autres qui, tu vois. Donc moi, j'ai pas trop... J'aimerais bien que les gens gagnent des gens, mais c'est pas mon but, moi, principal. Moi, mes vidéos, elle est là pour attirer les professionnels, pour attirer ceux qui sont dans la topologie ou qui ont des niveaux au moins d'ingénieurs. Donc, tu comprends, pour qu'ils viennent converser. Les symboles, je me familiarise, leurs termes aussi. C'est les calculs et les équations qui m'importent. Ok. Donc, tu vois, après dans le binaire, dans tout ce qu'ils veulent, dans l'algèbre, tout ce qu'ils veulent. Mais ils vont comprendre que moi, dans l'algèbre, je vais amener quelque chose de nouveau. D'ailleurs, le lien, je le trouve ici. Hop, c'est parti. Je vais descendre à 144p, on s'en fout. Voilà, ça va aller plus vite. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. C'est des maths, quoi. Il n'y a pas de mystère pour les nouveaux, ceux qui sont sceptiques, parce que ce que vous voyez là, c'est un truc historique. 2, 3, 5, 7, 11. Et oui, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au nombre premier. Alors, il a dit 2 au début. En quelque sorte, les couleurs primaires de l'arithmétique. C'est un monsieur bien tranquille. 2, ça fait pas longtemps qu'il le valide tous. Et il y en a encore qui sont sceptiques. On lui connaît un seul hobby. Dans ses moments de loisirs, il s'adonne aux mathématiques. Oh, juste comme ça, en amateur éclairé. Cela le conduit à échanger quelques courriers avec Marin Mersenne et avec Blaise Pascal, des personnalités importantes dans le monde des mathématiques d'abord. Nous sommes dans la première moitié du XVIIe siècle. Pierre de Fermat consacre beaucoup de temps à la lecture et à l'annotation des œuvres de Diophante, un savant ayant vécu à Alexandrie vers le IIIe siècle de notre ère. Diophante a beaucoup étudié les nombres. Pierre de Fermat, encouragé par son ami Mersenne, donne naissance à une science nouvelle, l'arithmétique. L'arithmétique est la branche des mathématiques qui s'occupe des nombres entiers. Des nombres premiers, par exemple. Ceux qui n'ont pas de diviseur en dehors d'eux-mêmes ou de 1, comme le nombre 7 ou le nombre 13. En revanche, 6 n'est pas un nombre premier puisqu'on peut le diviser par 2. 9 n'en est pas un non plus puisqu'on peut le diviser par
sont en quelque sorte de nombres entiers ce que les éléments chimiques sont aux molécules. Autrement dit, les briques de base à partir desquelles on atteint tout le reste. Mais on connaît si peu de choses à leur sujet. Au IIIe siècle avant notre ère, Euclide a montré que tout nombre entier peut être atteint en multipliant les nombres premiers entre eux. Alors, Euclide, je vais m'arrêter comme ça quand je revois les vidéos. Ce qui est bien, c'est que j'apporte à chaque fois de nouvelles choses aussi. Alors, Euclide, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a bouleversé les mathématiques, mais il ne sait pas, en fait, moi aujourd'hui, comme je vois là, rire, comment arriver à comprendre le volume de l'unité finalement. C'est ça qui le bloquait. Pourquoi? Parce que sa force était 4. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait à trouver tous les chaque fois dans la congruence pour arriver à ce quotient 0, mais toujours en racine carrée de 2, tu vois, de 4. Donc la racine carrée de 4. Et que vous arrivez à chaque nombre de puissance dans n'importe quel calcul pour déterminer le nombre premier, un NP1, ce qu'on appelle les nombres premiers, moi je l'appelais le NP1, parce qu'il y a en fait il y a un nouveau sens, il y a 5 familles en vrai. Donc, mais ils sont tous facteurs 2 en additif, ça c'est important à comprendre. Donc justement, quand vous arrivez à ce fameux racine carrée de 4, hein, sur les C, B pour moi c'est une valeur de 1, et C c'est 2. Donc voilà, c'est juste. C'est pour ça que vous avez souvent un Z moins 1. Et moins 1 représente. C'est pour ça qu'ils étaient coincés. Et ça, ils arrivaient à le calculer quand même, à comprendre que, par exemple, 200 puissance 359, bah, tu es obligé d'aujourd'hui, parce que vous dites, attends, 200, comment il fait pour enlever 1 comment ça se passe? Bah, il faut faire la relation des quotients unités de la puissance. Vous pouvez le faire, vous pouvez le gérer, ça. Et on vous montre, je vous ai montré dans une vidéo comment ça se passe. Donc divisé par 5. En nombre premier, moi, dans mon raisonnement, tu vois. C'est-à-dire que tu es sûr qu'en faisant ça, tu seras sur le plus démunitif sans virgule. Ok? Après, tu peux les décomposer d'autrement, mais de manière factorielle, c'est le minimum, tu vois. Et après, ce résultat-là, en fait, tu essaies de le relativiser avec 359. Ok? Donc, automatiquement, comme ça va être une paire et que le 9 va gêner dans 359, il faut lui enlever une unité. Mais cette unité de 359, c'est la puissance 1 de base. Dans les méthodes Euclide, en fait, quand tu parles de Z, par exemple, tu sais que tu as 2 racines carrées de 4. C'est aussi con que ça. Donc il va falloir que tu les redivises. Tu vois, c'est-à-dire quand tu arrives à 16, 32, 64, bah c'est quoi? C'est à chaque fois le 8 qui s'est ajouté. Parce que le 8, c'est l'unité, tu comprends? C'est-à-dire c'est le plafond de l'unité. Donc à partir de là, tu tomberas toujours soit sur le bon nombre ou en dessous, pour voir s'il y a un reste. Tu vas comprendre qu'il y a un système qui apparaît dans les facteurs. Donc Euclide, lui, il avait juste l'erreur de sa divergence, parce que quand tu regardes leur école, la manière dont ils ont appris les choses, c'est un truc de fou. Ils font des réels en amont, et voir si ça marche aussi avec les rapports. Tu vois, comme pi, phi, ou même d'autres. Il y a le 2,718, ça c'est pour l'arbre au niveau général, tu vois. Et moi, je l'ai comblé, tout ça. C'est ça que je démontre, et de manière rationnelle. Et on peut rentrer dans l'irrationnel, puisque je démontre que même moi, j'arrive à les calculer. Avant je ne pouvais pas le faire. Avant la synthèse, je ne savais même pas que j'étais capable de le faire. J'avais simplement le sentiment, puisque je me dis, je fais des calculs qui sont énormes depuis un moment, mais je les faisais rarement. Donc je me disais, ça, c'est bizarre quand même, c'est pas avec le 9, tu vois. Surtout avec le 9, je me trompais jamais. Et après, bon, j'avais mes méthodes comme ça. Et après, je vais voir. Je fais des vidéos et après, je vais voir. Comme ça, je me bloque et je me piège directement en live. Donc, avec le temps, quand on regarde mes vidéos, les gens allaient se dire, il s'est gouré, parce que ça peut arriver de se tromper, tu vois. Ou soit les termes. Maintenant, avec les termes et les symboles, je comble plus pour ceux qui ont l'habitude. Mais je pense que ça y va pour un ensemble de personnes, donc chacun retrouve au fur et à mesure. C'est un truc petit, là, on ne parle pas d'un petit axiome comme ça, hein. On parle vraiment de quelque chose d'énorme. Donc, quand on vient d'écouter la Euclide, vis-à-vis des logarithmes, c'est pour ces fois 2. Donc, tu auras, à chaque fois, tu prends une somme, 1, voilà, le 1, on va dire, à chaque fois, tu vas le mettre à un logarithme. Donc, chaque résultat, tu vas le mettre ensemble. Il faut trouver un logarithme qui gère, en fait... cet ensemble logarithmique. Hein. Donc l'arbre après, c'est tout le temps. Et vous allez voir à l'intérieur, la structure, elle gonfle proportionnellement. Et toujours, en fait, avec tous les primitives. Hein. Et puis ma foi, ce fut à peu près tout. Pendant longtemps. Aussi longtemps que les mathématiciens préférèrent se soucier plutôt de géométrie. Par manque de courage, c'est très simple. Tenez celui-ci. Existerait une règle donnant tous les
de nombre premier. Et bien même le grand mathématicien Euler ne s'en est attiré. Impossible de trouver un contre-exemple. Impossible de prouver que c'est vrai. À vous dégoûter des nombres premiers. Peut-être vous, moi, mais sûrement pas Pierre de Fermat. Ses travaux sur les nombres premiers offrent le brillant exemple de recherche mathématiques abstraites, finissant un beau jour par trouver des applications pratiques. Les méthodes contemporaines de cryptographie, c'est-à-dire codage de données confidentielles, ont fait un bond spectaculaire en 1978 grâce à messieurs Rives, Shamir et Adelman, auteurs de la méthode de... Bon, tout ce qui est décryptage, après, c'est lié en fait quand on bouge tout ça, vous voyez. Donc après, les autres, quand ils le bougent ou qu'ils le mettent de manière avec d'autres symboles, c'est énuméré, c'est traité de la même manière, tu vois. Donc voilà, on va passer cette étape. Maintenant, on a entendu les essentiels et on va aller là où je vous ai dit, à un moment donné, il y a un escroc et on retourne le voir. On a ici un nombre de 500 chiffres. Fait le calcul et je vous ai dit que dans cette vidéo-là, ils disent que 9 n'est pas premier puisqu'il a un facteur de 3. Il est divisible dans leurs deux nombres premiers, puisque là, vous allez l'entendre de vive voix. Le calcul, vous pouvez le faire avec une calculation avec la vidéo en démontrant que le mec, il se trompe puisqu'il est divisible par 3. Mais effectivement, 3 est divisible par 1. Donc, c'est bien ce que j'explique. C'est aussi des nombres premiers. OK ? Parce qu'on parle en additive, on ne va pas en divisibilité. En divisibilité, vous finissez avec un facteur 1. C'est automatique. Après 2, je vous ai dit, il faut le diviser par 2. Donc Euclide, dès que vous arrivez sur des facteurs 4 en congruent avec 0, vous le divisez par 2. Ce 4-là, vous allez tomber sur 2. Et vous redivisez par 2. Okay, vous allez tomber sur les NP1. Tout simplement. Donc ça veut dire que quand vous divisez ceux de Euclide, quand ils arrivent à la racine carrée de 4, vous tombez que sur des NP2. Vous avez compris qu'il va falloir rediviser 2 fois. Donc 22, vous allez tomber sur 22, 26, vous voyez. Donc 11, 13, 17 fois 2, etc. 19 fois 2, 23 fois 2, vous tomberez. Et c'est moi, j'aurais pas dû ici. En fait, ils m'ont dit non, il faut jamais faire reset ici. Bon, ça part, ça vient, et à un moment donné, ça part tout le temps. Donc toi, tu te dis bon, je vais tenter ça, puisque j'avais tenté des trucs qui m'ont fait revenir Internet. Vous voyez, donc maintenant, je me suis dit peut-être que ça, j'avais. Bon, on revient à notre 300. En fait, il a pris sans la virgule, hein, il a pris 3,14, on va dire, mais il a enlevé la virgule, donc il a changé. Voilà, 500 chiffres, mais c'est pi. Regardez bien les numéros, c'est pi. Je vous l'ai mis la vidéo. Il y a 3, 1, 4. Ils n'ont pas mis. Je vous ai montré, moi, la suite. D'ailleurs, on va le refaire, on va finir tout à l'heure. Et moi, sur la feuille, je vous ai montré la suite, mais c'est à compléter. Là, sur plein d'autres formes, je vous ai mis les liens, je vous ai tout mis, les composés, les composants, sauf qu'il n'y avait pas de couleurs. Et je parlais, c'est dommage, il faudrait les couleurs, ça serait plus clair. Il faut revoir mes vieilles vidéos. 3. Et 499 chiffres après la virgule, mais t'enlèves la virgule, tu vois. En fait, avec pi, on peut trouver des nombres premiers à l'intérieur. Et 14, il ne l'est pas, puisque vous comprenez que c'est une paire 14, puisque pour qu'il soit NP2, il faut justement le vérifier. Et c'est très simple, puisque si vous divisez celui-ci, vous devez tomber en additive. Ils croyaient que c'était la même chose en additive. Tu vois, ils sont restés bloqués dessus. C'est pour ça qu'avec le moins 1 et plus 1, ils sont restés bloqués dessus avec cette fameuse valeur de 1. L'approche de 1 sur les 100 premiers nombres, la densité des nombres premiers, c'est relatif. Il tombe sur 21,71. Et moi, je vous montre que c'est les calculs. C'est bingo, c'est Eureka, c'est tout ce que vous voulez, parce que je le démontre de plusieurs manières, en plus, parce qu'après, on peut reprendre de plusieurs manières pour démontrer. Tu vois que le calcul, il revient toujours. Une fonction, on peut la bouger. Elle est de l'ordre naturel, mais après, je peux la désordonner, mais en restant tout le temps avec les fils à l'intérieur, tu vois. Donc, ça donne une application, une fonction. Diverger, c'est-à-dire on l'a bougé. Un Rubik's Cube, un jeu d'échecs, ou une structure même derrière ça, après, ça dépend dans les contextes. Mais la formule, vous pouvez, elle est utilisable dans plein de contextes. C'est ça qu'il faut apprendre avec les maths. C'est un langage, mais en vrai, une formule, elle est utilisée dans plein de contextes. 1 plus 1, c'est pour les enfants, pour les couleurs, pour tout ce que vous voulez. C'est pour une paire de... Voilà, je veux dire, c'est mathématique, mais c'est dans plein de contextes, ça change d'aspect. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et donc,
Il a dit, vous n'arrivez pas à le diviser. Lui-même, il le dit, hein, tu vois. Alors qu'ils ont deux multiples, un qui est premier et un qui ne l'est pas. Enfin, par rapport à leur version. Mais en vrai, pour moi, pourquoi justement ils l'ont validé que ça tombe sur un nombre premier? Parce qu'on peut, en amont, avec eux, traiter pour avoir les composants. Bah, je vous l'explique en additive. Hein, je vous ai dit, ils sont facteur 2 à partir de l'unité. C'est aussi con. Et là, vous remarquez quand même tout de suite ceux qui sont composés et ceux qui sont composants. Puisqu'on en connaît. Donc à partir de là, vous avez juste à comprendre le facteur 2. Donc facteur 2 pour le 1, pour le 2, pour le 3, pour le 5 et le 7. Et le 2, c'est le plus compliqué à comprendre. Parce que lui, il apporte les composés, en fait. Avec les autres aussi, mais tu vois. C'est pour ça que Euclide, ils avaient une divergence dans les paires, dans ces systèmes avec 4. Beaucoup voilà, c'est lié avec 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, et en fait c'est à l'intérieur, et puis tu refais les trucs, tu vois, 8 et 8, 16, ou 16 et 16, ou 32 et 32, après c'est le nombre de chiffres, toujours vis-à-vis du quotient, de l'unité, quoi. Donc 16, ça vaut 2, 8, hein, on s'est compris, ou tant de 4 pour retomber sur les racines carrées après, tu vois, ou sinon on parle de rayons. Ou autre chose, facteur aussi, ou 2 points, parce qu'il y a 2 points dans un rayon. Hein. Alors la cryptographie, c'est la science des messages secrets, de la transmission secrète. Et 1 plus 1, on va dire, qui a une valeur de 2 ici, pour la racine carrée de 4. On fait remonter ça à César. Et c'est maintenant la science des transmissions informatiques par réseau, sur Internet, réseau bancaire, etc., utilise la cryptographie moderne qui est informatique. Voilà, on peut vendre des nombres premiers. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi tu vois, ils sont quand même à côté de la plaque. C'est même à quelques chiffres, même ceux qui existent, qui sont un peu plus loin, je veux dire, je les détermine tous. Hein. Voilà, c'était 150, pardon. Donc, en fait, ils prennent le produit, celui qui est le quotient. Donc, le quotient, comme par hasard, c'est le NP3. Hein. Il est divisible par 3, je vous l'ai prouvé. Donc, voilà, c'est pas un nombre premier, hein, dans leur dire. Hein, on remet au début de la vidéo. C'est très très dur. Maintenant, j'ai trouvé la méthode et voilà, ça s'est simplifié. Alors, c'est pas impossible, parce qu'on pourrait toujours, bien sûr, explorer toutes les combinaisons, ou avoir beaucoup de chance. Mais là, il part de manière hasardeuse comme ça, tu vois, surtout en divisibilité, punaise. À part si on arrive à joindre les deux bouts, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire en additive, et voilà, tu redescends dans les deux. Bon, hop, on remet, pour que vous entendez bien, que j'appuie bien. C'est un monsieur bien tranquille, ce Pierre de Fermat. Marié, père de 5 enfants. Il est conseiller au Parlement de Toulouse. On lui connaît un seul hobby. Dans ses moments de loisirs, il s'adonne aux mathématiques. Ben moi, c'est ce que je fais depuis une, quoi. Et avec Blaise Pascal, des personnalités importantes dans le monde des mathématiques d'alors. Nous sommes dans la première moitié du XVIIe siècle. Pierre de Fermat consacre beaucoup de temps à la lecture et à l'annotation des œuvres de Diophante, un savant ayant vécu à Alexandrie vers le IIIe siècle de notre ère. Diophante a beaucoup étudié les nombres. Pierre de Fermat, encouragé par son ami Mersenne, donne naissance à une science nouvelle, l'arithmétique. L'arithmétique est la branche des mathématiques qui s'occupe des nombres entiers. Des nombres premiers, par exemple. Ceux qui n'ont pas de diviseur en dehors d'eux-mêmes ou de 1. Comme le nombre 7 ou le nombre 13. En revanche, si... Vous venez d'entendre ce qu'elle vient de dire. Alors, on le remet, c'est la partie, justement, c'est ça qui valide ou pas, là, actuellement. De diviseurs en dehors d'eux-mêmes ou de 1. Comme le nombre 6. Eux-mêmes ou de 1. Donc, eux-mêmes pour arriver à 1, donc, tu vois. Donc, même là, ils ne sont pas clairs. Vous comprenez, parce qu'ils disent qu'il n'y a qu'un facteur, c'est le 1. Et pourtant, ils parlent bien de eux-mêmes. 7
Mais c'est la démarche de la divisibilité qui donne ce sens. En revanche, 6 n'est pas un nombre premier, puisqu'on peut le diviser par 2. 9 n'en est pas un non plus, puisqu'on peut le diviser par 3. Vous avez compris. Et pourtant, quand on dit la racine carrée de 4, 4 c'en est pas un, 9 c'en est pas un. On est bien d'accord. Donc, pourtant il a deux facteurs. Vous avez compris, il a le 1, le 3, donc, et lui-même. Donc ça fait 3 facteurs maintenant, quand on pense avec mon sens de la théorie. C'est-à-dire que 9 a 3 facteurs. A 2 facteurs quand il est verrouillé à 9, mais dès qu'il est plus haut dans son double, c'est-à-dire arrivé à 18, on sait que 9, automatiquement 9 plus 9, ça fait 18. Donc après, il peut devenir factoriel dans ce sens-là. Comme Z ou comme, vous voyez, les lettres, justement. C'est comme ça qu'on utilise l'algèbre. Okay, donc c'est aussi con que ça. On sait que justement, à partir de J, pour moi 9 c'est J, donc J, c'est un ensemble de 3 facteurs. C'est pour ça qu'il n'est pas premier. Comme 4, c'est un ensemble de 3 facteurs. Okay, mais quand on pense que par lui-même, donc 4 divisé par 4, on tombe sur 2, et lui-même pour 2, hein, donc on retombe sur 1. Donc il est là le problème dans le raisonnement. C'est aussi con que ça. C'est-à-dire que 4, quand il est facteur 3, c'est-à-dire 4 et 4, 8, arrivé à 8, bah oui, automatiquement, 4 devient un factoriel de 3 avec cet ensemble. Mais avant cet ensemble, s'il n'y avait pas cet amont, le raisonnement il n'est pas fini. On ne peut pas savoir, si on n'a pas ça, on ne peut pas le déterminer. Que 4 est un facteur de 3 aussi. Tu vois ? Donc c'est là le piège de l'étape suivante, on va dire, entre les nombres premiers, les facteurs 1 en divisibilité, et qui deviennent facteur 2 en additive. Il est là l'amalgame. Donc vous avez compris qu'en divisibilité, le 4 devient facteur 3 aussi, parce qu'avec 8, on peut diviser par 3. Enfin, par 3 facteurs, hein, pas 8 par 3, attention. 3 facteurs, il faut bien comprendre qu'il y a le 4, donc 8 divisé par 4, ça va faire 2, bah par 2 aussi, du coup, qui va donner 4. Donc 2 facteurs, plus le 1. Ok ? C'est tout, les autres ne le font pas. Donc une fois que vous avez compris ça, on va arrêter cette vidéo et on va revenir, parce que vous avez vu, c'est quand même pas... il faut vraiment être tranquille et pour poursuivre les étapes, parce que vous avez vu, il y a plein de liens. Donc là, on va revenir justement sur les méthodes et on va finir l'explication sur ce qu'on disait et on va relater tout ce qu'on vient de voir. Incapable de prouver, par exemple, qu'il existe un nombre infini de nombres premiers ou que n plus 1. Donc moi, je prouve que... Bon, maintenant, tout le monde le dit, hein, maintenant, ça commence à devenir banal. Moi, je le prouve qu'il y en a une infinité, puisqu'il tient dans le plus grand nombre de chiffres, qui est infini lui-même. Donc, à chaque fois, à déterminer toutes ses puissances de 10, par exemple, et à l'intérieur, voir tous ses composants et composés. OK ? M est toujours égal à m plus n pour tout entier m et n. L'arithmétique de Robinson est donc incomplète, puisque la commutativité de l'addition est un problème indécidable. Théorie alternative 2, l'arithmétique de Presburger. Pour l'instant, on n'a vu que des théories mathématiques auxquelles le théorème d'incomplétude de Gödel s'appliquait. Pourtant, il est en fait très simple de créer une théorie dans laquelle il n'y a pas de vérité mystérieusement non démontrable. Pour cela... Donc vous avez vu, là, on a vu juste une méthode. Hein. Là, et maintenant, il y en a une autre. Il suffit de retirer le symbole de la multiplication. Certes, il reste possible d'exprimer des trucs qui ressemblent à des multiplications par une constante. Par exemple, 3 fois x peut être réécrit comme étant x plus x plus x. Cependant, il devient impossible de montrer, par exemple, comprenez mes que écritures. la multiplication est commutative, parce qu'il est impossible d'écrire x fois y, où x et y sont tous les deux des variables. En fait, l'arithmétique sans le symbole... Bah si, tu peux en vrai, mais il faut la bloquer aux impairs ou il faut la bloquer aux pairs. C'est-à-dire dans son arithmétique, ou bien le faire dans l'ensemble. Mais ça, il fallait finir tous les problèmes. Un théorème qui exprimerait la commutativité de la multiplication.
C'est restreignant, mais ça a du bon. En particulier, le second théorème d'incomplétude de Gödel, celui qui dit qu'une théorie ne peut pas prouver sa propre cohérence, ne s'applique désormais plus. En effet, il s'agit en fait Bah, ils n'arrivaient pas. que d'affirmer que l'arithmétique de Mais c'est pas Presburger possible. Sinon, ça, n'a aucun paradoxe. ça casserait voilà, Presburger tous les montra fondements en 1929 qu'il existait une méthode exponentiels. Quoi. À un moment donné, ça finit, ça veut étant dire. donné n'importe quel théorème, Ou c'est un hasard, c'est comme ça, on ne sait pas pour d'après. trouver une preuve de ce théorème ou de son inverse. Tout théorème de l'arithmétique de Presburger est vrai ou faux, et un ordinateur sera toujours capable de déterminer s'il est l'un ou l'autre. Exactement. On dit que l'arithmétique de Ça oui, Presburger tu vois, justement. de la même façon, l'arithmétique de Skolem, qui lui exclut le symbole de l'addition, est une théorie mathématique décidable. Mieux encore, les théories modernes sont capables de parler à la fois de la soustraction et de la division, tout en restant décidables. Ces mathématiques alternatives ont le bon goût d'échapper au théorème d'incomplétude de Gödel, mais elles ont le défaut d'être trop limitées pour faire tout ce que l'on aimerait pouvoir faire avec des nombres comme parler à la fois de l'addition et de la multiplication. Et oui, c'est moi qui a fait le pont. Théorie alternative 3, la géométrie de Tarski. Tu vas obligé de rentrer en géométrie des mathématiques, c'est obligé. C'est obligé. C'est comme ça. Les actions de la théorie d'Euclide sont en fait très floues selon les standards de la logique formelle moderne. En 1959, Alfred Tarski, dont on a déjà parlé dans l'épisode 15, chercha à formaliser la géométrie d'Euclide, ce qui lui conduisit à ce que je vais appeler la géométrie de Tarski. Ouais, ou les dièses. Géométrie de Tarski, les objets sont en fait les points de l'espace mathématique, et il existe trois relations possibles entre les points de la géométrie de Tarski. La première est celle présente dans toutes les théories formelles. Dans le 12, ça dièse. Par 3, toujours par tierce. De la logique classique, on sait que si deux points sont égaux, alors toute propriété vraie pour l'un doit être vraie pour l'autre. La seconde relation relie trois objets de la théorie, A, B et C, et elle dit que A, B et C sont alignés dans cet ordre. En particulier, B se trouve entre A et C. Il y a ensuite tout plein d'axiomes autour de cette relation d'alignement. Par exemple, si on a A, B, A, c'est-à-dire si B est entre A et A, alors A est égal à B. Un autre axiome intéressant est l'axiome c'est ce que je prouve, ou plutôt le schéma d'axiome de continuité. En gros, ce qu'il dit, c'est que si on a un ensemble de points qui se trouvent toujours d'un même côté par rapport à un autre ensemble de points, et que tous ces points sont toujours alignés, alors il existe un point entre les deux ensembles. Et ça, pour ceux qui ont suivi l'épisode hardcore, Bah oui, c'est quand on sépare après les lignes la linéaires. troisième relation est une relation entre quatre objets de la théorie de Tarski. C'est pour ça que les zéros ne sont pas vraiment des zéros, puisque quand on les colle, enfin c'est pas collé, c'est justement placé au bon, au bon point. Avec un autre symbole d'égalité, puisque ce n'est pas la même égalité que l'égalité entre des points de la théorie de Tarski. Là encore, un axiome qui permet d'utiliser cette relation pour prouver l'égalité entre des points, en particulier si on a AB est égal à CC, ça veut dire que la distance entre A et B est la même. C'est ce que je montre en plus avec justement nœud. C'est pour ça que je dis qu'on retrouve tout ce qu'il faut. Mais il n'y a pas les problématiques, quoi. Il n'y a pas de bordure, tout est nickel. Il faut rajouter l'équivalent. En fait, on arrive à y voir, quoi. Dont on a parlé dans cette Enfin, ceux qui ont l'habitude. Il y a beaucoup de formulations équivalentes. Il faut s'initier quand même. L'une d'elles consiste à dire que le théorème des milieux est vérifié. Autrement dit, si je prends n'importe quel triangle ABC, Mais croyez pas que c'est difficile avec nous. Bien au contraire maintenant. Alors XY va avoir une longueur qui est la moitié de la distance BC. Et Bah, ça, automatiquement. de la géométrie de Tarski, ça nous donne cette formule logique. Oui, La Euclide. géométrie de Tarski permet donc de faire de la géométrie euclidienne. Bah, si c'est 16, t'as 32 et automatiquement là, bah, tu retrouveras 16. Hein. En fait, avec les axiomes qu'on a vus jusque-là, on pourrait très bien faire de la géométrie en dimension 1 et ainsi définir des espèces de nombres réels ou de la géométrie en dimension 196 883. Pour préciser la dimension de la géométrie de Tarski, il nous faut rajouter deux axiomes. Le premier des axiomes nous dit que la dimension. On peut en faire des rayons et des diamètres, justement. Et le deuxième axiome nous dit qu'il peut être au plus égal à 2. Et là, magie, on obtient une théorie axiomatique du premier ordre qui permet de formaliser la géométrie d'Euclide et qui est décidable. Oui, oui. Bah, sinon, on ne pourrait pas faire des calculs. 200 puissance 359. Aïe, j'ai mal à la tête. Non, non, c'est facile en fait. Théorie alternative 4, le corps réel clos. Ici, on court-circuitait l'arithmétique de Peano pour parler des nombres réels. Ce pari fou de Tarski ou corps
m'eût permis de développer la théorie des corps réels clos. Pour ce faire, Tarski se repose Alors ça, c'est bien, sur salut. la théorie des corps et de la relation d'ordre, sur l'existence des racines carrées et sur les... Alors ça, j'adore, en fait. Bon, je ne retiens pas Alfred Tarski. Il dit beaucoup de personnes que je n'ai pas encore pu me familiariser avec. Mais ce qui est fort dans Tarski, vous allez voir que lui, il a réussi à comprendre... Bon, à mon avis, ce qu'il a fait... Non, en fait, je suis en train de faire une vidéo qui va compléter. Après, je vais compléter en fait le tableau pour leur remontrer en fait comment je redistribue tous les nombres attachés à 9, en fait, finalement, à ce chiffre, et que tous ceux qui sont attachés à 9 sont finalement que des facteurs 2 ou des facteurs 1 en divisibilité. Il y en a beaucoup, c'est-à-dire on ne trouvera que cela. Non, je ne suis pas à l'école Windows. Non, en fait, j'ai découvert un théorème. Je vois que tu es nouveau. En fait, j'ai découvert un théorème, et malgré moi. C'est-à-dire que j'explique sur ma chaîne en fait le cas de figure, et que j'ai en fait relativisé tous les problématiques des nombres premiers, des moins 1 plus 1, le moins 1 douzième, tous ces trucs-là. Non, je ne suis pas à l'école. Mais oui, on peut dire que grâce à ça, c'est comme des cours, parce que je suis obligé de démontrer. Donc je mets des contre-exemples, tu vois. En plus, moi, je développe tous les calculs. Tout ce que vous verrez sur Internet, c'est développé avec le temps. C'est-à-dire que c'était une synthèse au départ qui a vite tourné en théorème. En même pas l'espace de quelques jours. Hein. Ça, je te parle de ça il y a maintenant 4 ans. Je fais des maths pour rentrer dans l'informatique. En fait, moi, j'ai envie de créer une nouvelle calculatrice, un nouveau système d'exploitation, une nouvelle unité centrale. Et même, ça va plus loin, en fait. Viens dans la chaîne et tu vas découvrir. Donc, si toi, tu bosses dans l'informatique et que tu es programmeur, tu m'intéresses. Hein. Après, tu vois, on se briefe, c'est-à-dire on converse ensemble dans nos domaines. Toi, tu me mets dans ta ligne de mire. En plus, si toi, tu connais, ça va aller plus vite, tu vois. Tu me mets dans ta ligne de mire, tu me testes avec tes connaissances, tu vois, sur les calculs, et après les termes, on se familiarise. Moi, le langage, c'est pas un souci après. Tu vois. Et après, franchement, si tu programmes, mon pote, parce que moi, j'ai pas touché encore au programme. Je connais la programmation, c'est ça qui est dingue. Maintenant, dans ma tête, le langage binaire, bon, j'en ai vu 3 classiques, il y en a 5 en fait dans l'ensemble, hein, vraiment avec les qubits, après tous ces trucs-là. Mais moi, en fait, je le vois encore différemment, puisque c'est fini. J'ai comblé en fait les trous. Tu sais qu'à la base, l'informatique, c'est basé sur des aimants qui ont les mêmes tailles en binaire. Tu vois, pour faire les signaux, les paquets qu'on remplit des 0 et des 1, c'est plus 4, c'est plus 1, 4, 1, 2, 4 et 8. Maintenant, on fait 16, 32. Et tout ça, en fait, c'est devenu des trous qui sont proportionnels tout le temps. OK ? Mais ils n'ont que les paires avec 1 en unité, ils doivent combler avec le 1 et des paquets, des paquets, des paquets. Donc tu imagines ce qu'on va gagner si, comme moi, je t'ai dit, j'ai un théorème qui tient sur 5 composants. Donc le 0 et le 9, plus 0, 1, tu vois. Et ça crée un arbre niveau avec toutes les racines carrées. Et là, ce qui est beau, justement, là, ce qui va être beau dans ce passage de vidéo qu'on va voir, qu'on va entendre, c'est toutes les racines carrées. À mon avis, ce type, il a dû se dire, moi, ce que je vais faire pour essayer de combler, c'est de voir les liens en faisant toutes les racines carrées en partant des unités simples. Donc, il a fait la racine carrée de 2, puisque le 1, ils n'ont pas trouvé le rapport. Donc, ils sont partis de 2. Donc, voilà racine carrée de 4, tu vois, vis-à-vis de Euclide, vis-à-vis de 4, 8, 16, 32, 64, et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui, il s'est dit, là, ce qu'on va voir, c'est qu'il a fait toutes les racines carrées. Il s'est dit 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5. Et il voit que ça fait des écarts. Et après, il essaie de retrouver les rapports, tu vois, vis-à-vis de la méthode de Euclide. Donc après, lui, il s'est dit, tiens, ils ont inventé le E,2718 grâce à ça. Le E, d'ailleurs. Il a intervenu juste après, tu vois, cette valeur, ce ratio-là. Et en fait, c'est pour tenir l'arbre au niveau complet, pour créer une densité, en fait, un seul algorithme. Donc, un algorithme, comme j'ai expliqué, c'est très simple. La base des logarithmes, du logarithmique, c'est qu'ils ont dit on va faire 1 fois 2 à chaque résultat. Tu vois? Après, ils se sont dit tiens, on va faire 1 fois 3 à chaque résultat, en partant toujours de l'unité 1 cette fois. Tu vois? Donc c'est pour ça que la méthode de Voigt-Veloz qu'ils ont créée, la meilleure, qu'on retrouve dans la nature, tu vois, il y a les rapports avec les nombres premiers de Fermat, bah, c'est lié.
c'est lié à 1 plus 1 qui va donner 2 plus 1 qui va donner 3, 3 plus 2 ça va donner 5, 5 plus 3 ça va donner 8, t'as vu? C'est le système, comme ils ont appelé, ça c'est l'autre qui l'a amené, comment il s'appelle, Fabulous, là, les additionnels, les fameux additionnels, qui donnent des collimations, des cubes, et à chaque fois ça va redonner des cubes, et ça fait un truc comme ça. Donc ça on le retrouve dans la nature, ça fait des fractales en fait. C'est amené la notion des fractales ensuite. Donc là, on va voir ça avec les racines carrées. Tu vas voir là dans la vidéo. Je vais la commenter. De solution aux équations polynomiales de degré impair. Si on se restreint Tu vois, parce que justement, les paires, c'était bon avec Euclide. Ils se sont dit bon déjà. Et si on s'interdit de manipuler des ensembles de nombres, alors la théorie des corps réels clos ordonnés est une théorie décidable. Bah moi aussi, c'est une théorie décidable. Ouais, bah franchement, ça fait plaisir Windows. Viens sur ma chaîne et converse avec moi, on va bosser ensemble. Si tu veux, je te donne là un logarithme que tu programmes, mais vite fait, et tu vas halluciner. Il est impossible de dire. Il y a le loto dedans, il y a tous les jeux, tous les trucs de casino, c'est que des nombres premiers, tu auras toutes les clés. Et après, tu auras juste à les diverger, tu vas comprendre. Si tu veux, je te montrerai, tu vois. N'importe quel tour d'exponentielle. Autre bizarrerie, la théorie de Tarski est incapable de parler des exponentiations. Tu vois pourquoi lorsque l'on prend en compte les exponentiations. Parce que j'ai pas vu, lui, sa théorie. Mais moi, je sais, quand il parle comme ça, je sais pourquoi il était bloqué dans les exponentielles. Parce qu'il fallait trouver ce système que, justement, l'autre a amené avec ce système ovoïde. Et ils ont que celui-là. Ils ont que le 1 plus 1. Et en plus de ça, la loi mathématique interdit de créer un doublon. Mais pourtant, ça marche. Parce qu'ils n'ont pas la valeur de 1. S'ils l'avaient, ils auraient mis la valeur de 1 plus 1. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça aurait changé. Mais moi, je leur ai dit, la valeur de 1, c'est 0. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler en entier, parce que la règle, là, c'est en entier. On ne peut pas donner la valeur de 0, les décimales de 1. On ne peut pas. Mais on peut donner la virgule au degré. Donc maintenant, on est obligé d'entrer dans les réels, tu vois. Donc à l'atome, le ciment, justement, mais c'est pareil, c'est le 1. C'est-à-dire que le 1 en entier, on va trouver son volume, mais on va le diviser. On va rentrer dans sa divisibilité. Donc là, on va graver, on va pouvoir créer, en fait, c'est ce qui a permis de créer les lasers pour les DVD, pour les CD d'ailleurs, qu'ils ont raté hein. Mais la nature, moi je leur ai donné la valeur exacte là où on ne pourra plus dépasser. C'est physique après, tu vois. Et ça arrive au boson, finalement. Ben ouais, c'est l'hydrogène. Mais l'hydrogène, son spectre, une fois qu'on va pouvoir le gérer vraiment, c'est dans l'atome, tu vois, et on comprendra mieux le système des valences, parce qu'ils ont changé même dans les cours dernièrement, je vois, entre ma génération et maintenant, j'ai halluciné, même moi quand j'ai regardé, j'ai halluciné. Ils mettent plus le nombre de couches, maintenant c'est le truc qui se balade, tu vois, c'est plus un nombre d'électrons par couche, etc., et dans le dernier, il y en a un qui est toujours, en fait, pour avoir les valences ensuite, tu comprends. Donc en fait, qu'est-ce que c'était la valence? Moi, c'est ce que je disais à mon prof à l'époque, je disais déjà pour moi, c'est pas quadrillé comme vous le dites, moi dans mes notions que j'avais, c'est que la valence, elle permet simplement le changement. Parce que nous, on prend des photos de l'instant, mais t'imagines dans un corps humain, tout ce qui se passe en un instant, eux, ils ne comprennent pas que c'est une constante qui change tout le temps, mais à une échelle tellement infime qu'on n'arrive pas encore à cette échelle-là pour la comprendre. Mais au fur et à mesure, on la comprend, puisque plus on arrive à traiter les molécules ou les atomes, justement, on commence à voir, on commence à de plus en plus à voir ce qu'on ne voyait pas avant. C'est tout. Et moi, je détermine le plafond, en fait. Je l'appelais l'atomazase, ce qu'on ne pourra jamais voir, finalement. Vraiment, on ne pourra pas le voir parce que c'est là où tout est accroché. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on remonte avant le fer dans le Big Bang, tout ça, tu vois, si on revient à tout ça, je leur montre que moi, dans mes calculs, quand je le fais, quand on redescend comme ça au niveau du Big Bang, moi, je calcule ici ce qui se passe. J'arrive à voir ce qui se passe ici. Donc même à l'instant, avant même que ça se crée, tout ça, j'arrive à voir toutes les modifications puisqu'il y a un nombre, qui bouge. Et moi, parce que je pars de l'amont. Je pars de ce qui est connexe et annexe, finalement. Parce que, justement, il fallait créer la densité. Il fallait créer cet instant très premier, tu vois. Donc, c'est les angles, c'est les racines angulaires. Donc, pour comprendre ce que je viens de dire là, c'est qu'il faut imaginer quelque chose de infime, hein, quand on prend n'importe quel élément autour de nous. Là, on va rentrer dans le spin maintenant, tu vois, ce qu'on appelle le spin aujourd'hui. Donc, dans cet infime-là,
Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est plein, mais qui est totalement diffus. C'est-à-dire que quand on décompose dans l'eau, comme si on regardait le papier qui commençait au fur et à mesure à se dépêchir, on imagine qu'on a une loupe, et que au fur et à mesure, la loupe, on va dire, ça s'adapte dans notre vision pour voir forcément les fibres et tout, comment ça se dépêchit. Qu'est-ce qu'on remarque avec le temps? Si on accélère, on va remarquer que le papier va fondre, tout simplement, et que les éléments du papier vont se mélanger en fait avec les molécules de l'eau, et finalement, le traitement même va faire que ça va le dégager à l'air. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le papier sera néant dans l'eau. On ne trouvera plus d'éléments qu'il y avait. Mais par contre, tout sera parti dans l'air, et ça sera ailleurs. Après, ça dépend du vent, etc. Tu vois. Mais ça, ce que je détermine là, par exemple, c'est que rien ne se perd finalement. Tout va être réutilisable, tout le temps, depuis le début. C'est pour ça qu'on arrive à voir un peu l'historique des choses dans les carbones, tu vois. Donc c'est des points qui se relatent, mais qui ne sont pas encore vraiment précis. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, bien sûr, tu comprends, mais il y a encore beaucoup d'erreurs que je vois, moi, dans les interprétations, comme la matière noire et l'énergie noire. C'est ce que j'explique, ça ne veut rien dire. Pour moi, en fait, la lumière... Le soleil, il est blanc. Et dedans, il y a des intensités de blanc. Et le jaune, par exemple, ou tout le reste, ce n'est que la fusion quand elle est plus froide, tout simplement. Tu vois. Donc, dans l'infime, on ne peut pas la voir, la lumière, alors que c'est de la lumière. Ce que je te parle, moi, avant toute chose, il y avait quelque chose, mais elle était tellement... C'est l'infime, tu vois. Elle est dans tous les temps. Elle n'a pas de bordure. Elle est infinie, quoi. Elle est infinie, tu vois. Elle n'a pas de bordure. Tu peux chercher, tu continueras à chercher, quoi, tu vois, puisqu'elle comble tous les espaces. Et c'est ça qu'on a du mal, nous, dans notre notion, puisqu'on est très petit, finalement, tu vois. Donc, on a du mal à se dire que... Et pour prouver ça, il fallait avoir tous les quotients, remplir tous les espaces, déjà dans une synthèse qu'on appelle les mathématiques, parce que les chiffres nous permettent, c'est quelque chose d'abstrait, mais qui nous permet de dessiner déjà au moins un cadre de l'infini, et après de rentrer à l'intérieur, tu vois. Au moins déjà un volume, tu vois, mais avec des règles qui sont strictes vis-à-vis des lois physiques. Donc c'est pour ça que ça nous facilite la tâche quand on rentre dans les domaines après, tu vois. N'importe. Après, c'est un bagage, quoi. Mais c'est de la logique, parce que quand on parle de logique ou de logicien, finalement, c'est des gens qui ont pensé en premier lieu. C'est un... Pour moi, depuis petit, je disais même à mes amis, j'adore penser comme les premiers. Tout le temps, je cherchais à savoir comment c'est arrivé, quand ça arrive, à saisir ce moment-là et à en trouver d'autres, tu vois. Comme le premier qui a trouvé la roue, comment trouver la boussole, comment, tu vois, tu comprends. Donc quand tu arrives à vraiment saisir le mécanisme des cas 1, en fait, des premiers cas, eh ben, tu arrives à te dire on manque d'observation, en fait. Et puis ça s'apprend avec le temps, tu vois. Mais c'est juste dans l'observation, finalement. On ne sait pas. Il s'agit là du phénomène. Hein. De la recherche sur les fondations mathématiques. Ouais, franchement, c'est... L'arithmétique, moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré, moi. Pour finir, on va faire un truc super méga bizarre. On va partir de l'arithmétique de Peano. Comme on l'a vu dans l'épisode 18, Gödel a réussi à traduire la validité des preuves de l'arithmétique de Peano dans le langage de l'arithmétique de Peano, si bien que dire que Démo prouve théorème revient à dire qu'il existe une formule qui relie les codes numériques de Démo et de théorème. On a aussi vu qu'il était possible de construire un théorème que je vais appeler G pour Gödel, qui dit que G n'a pas de preuve. Et on avait vu que si l'arithmétique de Peano était consistante, alors G devait forcément être vrai. Ainsi, la consistance de l'arithmétique de Peano implique G. Mais si on est maintenant capable de formaliser cette implication dans l'arithmétique de Peano, et si on est capable de prouver la consistance de l'arithmétique de Peano, alors on pourra en déduire une preuve que G est vrai. Or, G dit que G n'a pas de preuve. Donc on aurait un paradoxe. En fait, c'est précisément ça le second théorème d'incomplétude de Gödel. Si on a une preuve de la consistance de l'arithmétique de Peano, alors on est capable de prouver le théorème G avec cette preuve de la consistance de l'arithmétique de Peano. Et du coup, on obtient un paradoxe. La preuve de la consistance de l'arithmétique de Peano implique son inconsistance.
Mieux encore, on a vu que la preuve de consistance impliquait l'inconsistance de la théorie. Mais ça, c'est logique, puisque c'est exponentiel. Ils avaient du mal, justement, c'est ce qu'il dit depuis le début, tu vois. L'absence de preuve de consistance. Bah oui, il manque des éléments, il manque de la consistance. La preuve de la consistance. Et c'est entre, en plus, leurs espaces. Hein. N, il est faux de dire que N prouve quelque chose d'incohérent, comme par exemple 1 égale Tout ça à cause de l'espace entre 1 et 0, quoi. Je vois que l'absence de preuve d'inconsistance revient à dire qu'il est faux de dire que... Bah oui, puisqu'après, ils sont obligés de rediviser les ensembles de 5, par exemple, ça, d'après les règles, 2,5, etc., etc. Et ils arrivent sur les moins 1 douzième, là. Alors que ça a une valeur de moins 8,3 à l'infini, si tu veux, et tu t'arrêtes quand tu veux, quoi. Un axiome qui dit qu'il existe une preuve de l'inconsistance. Après, pour calculer en amont, mais t'as vu. Et si l'arithmétique de Peano était consistante, alors arithmétique de Peano plus existence de preuves d'inconsistance reste une théorie. Alors que 8,3, moi je me dis, il manque quoi? Il manque un 1 et un 6. Et le rapport de 1,618, il revient. Mais bon, tu prends juste les deux premiers, tu vois. Et tu les assembles, tu arrives à 9,9, ça y est, c'est la conversion de 10, 9 plus 1. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Tu transformes tous les zéros en 9 et l'unité qu'il y a devant, bah, tu le mets à la virgule, quoi. Autrement dit, la quasi-totalité des mathématiques. S'il y a un 1, bah, tant mieux, ça fait 9,9.9. Donc, affirment leur inconsistance. tu as la conversion, 999,9.9, c'est 1000, quoi. C'est sa conversion, après au métrique, tu descends jusqu'à ce que ta notion te permet déjà. Oméga inconsistante. Mais moi, je te montre L'existence de théories oméga inconsistantes et que j'ai pas de trou, j'ai pas de bordure. consistantes. Tout est consistant, mon ami. C'est l'un des pires paradoxes apparents. Ouais, mais je vois vos La raison divergences. pour laquelle une théorie consistante pourrait malgré tout être Changer d'école. réside sans doute dans l'interprétation du symbole il existe. En logique classique, le symbole il existe. Ouais, il faut élever les choses, tout simplement. Après, c'est ça, un théorème. Mais ne signifie pas que l'on peut effectivement accélérer. Ouais, ça va être marrant quand ça va se développer partout, là, quand les gens ils vont réaliser. Donc si on regarde de plus près Ils sont débiles, l'axiome ça. qui postule l'existence d'une inconsistance, bien on voit que cet axiome nous dit juste qu'il existe cet objet, cette preuve d'inconsistance, mais elle ne nous dit pas comment la construire. Et bien finalement, le fait que cet axiome ne nous dise pas comment construire la preuve d'inconsistance fait qu'on ne pourra peut-être jamais construire une preuve d'inconsistance. Et c'est peut-être ça qui rendra la théorie malgré tout consistante. Enfin, ce que je raconte là est vraiment what the fuck. Bah oui, parce qu'il y a quand même des éléments. C'est ça, quand c'est limité, c'est toujours difficile à bien l'exprimer. Parce que c'est déjà dense quand même. Hein. Tu sais, un gramme, quand même, 64 grammes, c'est pas rien, quoi. Ne doit pas se dire qu'il existe, ou du moins qui ne correspond pas du tout à notre intuition de ce qu'il devrait vraiment signifier. Et s'il y a un tel décalage entre la logique formelle et notre intuition, c'est peut-être parce qu'il y a un truc à rejeter dans la logique classique. Bah oui, c'est vos multipliés, je vous ai dit. Il faut les redécaler, ceux-là. La dernière fois, on a parlé des mathématiques modernes de Bourbaki et Credos 97, comme beaucoup parmi Bah, vous, c'est cool. de la chute du Ça fait plaisir, quelqu'un qui comprend, tu vois. Encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire et je n'ai pas envie de dire de bêtises là, de trucs mal dit. En fait, tu bosses toi en ce moment, tu es un peu dans... Tu programmes. Parce que je vois ton pseudo Windows, tu vois. Donc si en fait tu as un petit truc où tu bosses sur quelque chose, on peut l'élever. Hein. Moi, en fait, c'est simple. Hein. On peut regarder en live ensemble. J'ai un tableau ici qui est assez grand, tu vois. Je te montre au niveau du binaire et par étape, quand tu y es, tu vois. En fait, c'est toi on voit ça ensemble, en vrai, tu vois. Donc moi, si je vois que tu as suivi, qu'une fois que tu as vu, tac, c'est parti, bah c'est bon. Sinon, il n'y a pas de souci, on l'expose, tu vois. Et après, on joue un peu avec, et après, une fois que c'est bon, c'est parti. Hein. Et tu vas voir que c'est facile. Je t'assure que moi, c'est comme C'est pas sorcier. Je sais pas si tu as vu mes vidéos avec C'est pas sorcier. C'est la même chose. Tu vois, je me calque un peu à leur modèle, sauf que je montre
voilà, le nouveau modèle, quoi. Mais j'utilise un peu les mêmes méthodes pour garder le côté simple, tu vois. Donc en plus, je relate ce qu'ils disent et je montre voilà, la différence, tout simplement. Alors que en fait, c'est la même chose, c'est juste que j'ai apporté les tiers, les impairs, en fait, en plus. Il n'y a pas que eux, c'est le 1, en fait, qu'ils associent à 2 ou à 4 ou à d'autres, tu vois. Mais moi, maintenant, ils y sont tous, le 3, tout ça. Ils y sont tous. Mais de manière logarithmique, avec un seul facteur, un nombre, une unité centrale, qui est que des 9. Que des 9, et c'est numérique, hein, à la base. Okay, donc il n'y a pas de virgule, pas de point. Mais après, il y a tout ça. Après, il y a même les pourcentages. Après, ils vont changer plein de choses dans les calculatrices. Mais il y a beaucoup de choses qui vont rester. Hein. Mais vous allez voir que... Donc c'est pour ça, si tu veux, si toi tu bosses dedans et que tu utilises même des... Parce que j'ai entendu, moi je connaissais pas trop en fait, j'ai encore des doutes et j'en suis sûr qu'on va me dire des choses qu'il va falloir changer. Mais il faut que quelqu'un tâte les logiciels. Tu sais, il y en a tellement dans l'architecture, c'est tellement varié que moi il faut que je voie. Mais je vais vite, hein, je vous assure que je vais vite. Parce que je sais où cibler les bornes, comment ils appellent ça, tu vois. Donc tout de suite, je vais aller dans les structures, les points essentiels. Voilà.